Science, donc la science des données, hein, chez Business et Décision, qui a fait un projet pour McDonald's. Le but du jeu, c'est d'expliquer à McDonald's d'où provient son chiffre d'affaires et comment améliorer son chiffre d'affaires. Et donc, par exemple, chez McDonald's, il y a des gens qui viennent voir la qualité des points de vente McDonald's, enfin, des restaurants McDonald's, et donc ils remplissent des dossiers dans lesquels ils vont noter tout un tas de choses. Par exemple, est-ce que les poubelles sont propres? Est-ce que les toilettes sont propres? Est-ce que la personne à l'accueil est souriante? Est-ce que le hamburger est frais? Est-ce qu'il est bon? Etc. Et donc, en fait, ils produisent tout un tas d'indicateurs, on peut parler d'indicateurs, enfin d'informations. Et donc, ces informations, ça produit des volumes de données, et derrière, ce n'était pas utilisé, parce qu'un être humain, derrière, vous donnez ça au responsable, le directeur McDonald's, il a son truc, sa masse d'informations, avec les poubelles qui sont propres, les poubelles qui sont sales, et tout ça, comment il le gère? C'est compliqué pour un être humain. Et donc voilà, maintenant, en fait, on a les outils avec les stats, etc., de gérer toutes ces masses d'informations. Et donc voilà, jusqu'ici, on avait ces informations et ça partait à la poubelle parce qu'un être humain ne savait pas les traiter. Et donc maintenant, on a les moyens d'automatiser les traitements de façon à pouvoir en faire quelque chose. Voilà, alors après, il y a les objets connectés, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, hein, donc c'est tout dans un véhicule. Maintenant, quand vous allez chez le garagiste, avant le garagiste, il écoutait le bruit du moteur et il vous disait, là, il y a une soupape qui merdouille un peu. Là. Et il avait simplement écouté le moteur. Maintenant, il vous branche une prise, il regarde, il ouvre son truc, et puis il dit, ah bah là, il y a tel contacteur qui ne marche plus, et il vous dit, quel est votre panne, hein, donc ça veut dire qu'il y a plein de capteurs dans les voitures, et ces voitures, maintenant, elles ont des GPS, etc., ça envoie des informations. Voilà, tout ça, les objets connectés, c'est tout ça, toutes ces informations qu'on obtient. Ensuite, il y a les données publiques, les données libres, qu'on appelle en anglais open data, donc les données de la CNAB, les données de l'INSEE, les données des mairies. Récemment, j'étais à une soirée qui était organisée, c'est dans le cadre de la mairie de Toulouse, je ne sais plus comment ça s'appelle. Disons que là, c'était Tisséo qui parlait des données mises en ligne par Tisséo. Donc Tisséo, par exemple, met en ligne des informations, ça sera tous les trajets proposés par Tisséo, donc tous les itinéraires avec les horaires, etc. Mais c'est aussi, ça permet aussi sur votre smartphone à vous télécharger l'application de Tisséo et ça peut vous dire votre bus il va passer, il a 5 minutes de retard, il va passer dans 5 minutes. Voilà, donc ça peut vous donner des informations en direct maintenant, en temps réel. Donc ça c'est parce qu'on est capable de gérer des gros volumes de données. Voilà, et puis il y a les données des mobiles. Alors maintenant par exemple Orange, eux peuvent vendre, enfin ils sont au courant, puisqu'on a un GPS là-dedans, ça veut dire ils savent où on est. Et donc par exemple quand il y a des manifestations, Orange peut savoir, peut dire à un organisme politique, etc., oui j'ai enregistré tant de téléphones à tel endroit, donc je vous confirme qu'il y avait tant de personnes. Donc là c'est des informations qui ne sont pas nommées, mais quand même on a des informations, voilà. Donc en fait ces informations se vendent ou sont libres, voilà, il y en a qui font du business avec. Ensuite il y a les réseaux sociaux. Donc on en parlera et peut-être que nous en parlerons aussi parce que là il y a plein de choses à dire d'un point de vue juridique. Et donc des entreprises qui vendent des informations, qui vendent des données. Voilà, et donc ce qui change par rapport à avant, c'est que donc l'entreprise elle avait ses données internes, son système d'information, maintenant elle a en plus les données externes, et si elle arrive à croiser les deux, eh bien elle peut tirer des nouveaux avantages économiques. Je ne vais pas trop m'étendre parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc après un truc autour du big data, c'est le data mining et l'analyse prédictive. Donc c'est pareil, j'en ai un petit peu parlé, mais l'idée c'est de prédire un phénomène, de comprendre ce phénomène. Par exemple, donc maintenant SAS et SAP, ce sont des éditeurs logiciels qui vous produisent des outils. Dedans vous avez l'équivalent d'un tableau Excel dans lequel chaque ligne va représenter un client et chaque colonne va représenter une information sur ce client. Alors les informations qu'on va avoir, c'est où est-ce qu'il habite, est-ce qu'il est marié, est-ce qu'il est célibataire, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'il aime les animaux. Voilà. Donc des informations étonnantes, par exemple. Donc des quantités d'informations. Et donc après, ils ont aussi l'information, est-ce qu'ils ont acheté tel ou tel produit. Et donc là, c'est oui ou non, j'ai acheté, j'ai pas acheté. Et donc à partir de là, je vais lancer mes outils de statistiques là, qui vont me produire un modèle qui va me dire, pour prédire si un client va acheter ce nouveau produit, qui est un produit vestimentaire, etc.,
Eh bien, j'ai besoin de, parmi les 170 informations que j'avais, avec 17 informations, je peux vous produire un modèle qui, à 90%, va vous dire, à 90% d'efficacité, va vous dire si le client va acheter ou pas le produit. Et à partir de là, on peut cibler sa campagne marketing en disant, ben voilà, les gens qui vont acheter le produit, c'est eux, donc j'envoie des publicités à ces gens-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Le data mining, c'est déterminer des tendances, faire des modèles qui permettent de dire, voilà, de prédire quelles sont les informations dont j'ai besoin pour identifier des gens qui vont acheter tel produit. Alors, une autre chose autour du big data, c'est comme on a énormément d'informations, plein de choses qui arrivent, et bien en fait, donc on va avoir des nouveaux indicateurs, et donc la façon de présenter ces indicateurs est importante. Notamment une nouveauté, vous voyez que là on voit de plus en plus qu'au départ, en fait, les indicateurs, qu'est-ce que c'est ? Ça fait le Master Scial a 21 ans ou 22 ans. Donc la business intelligence a plus de 20 ans. Avant, ce qu'on faisait, les indicateurs, c'était un tableau Excel et puis vous aviez en ligne et en colonne vos chiffres. Bon, et à partir de ça, le décideur, il se débrouillait. Bon, après, on a eu des outils interactifs avec des cubes, on peut faire tourner le cube, on peut zoomer, machin, etc. Mais ça ressemble quand même à des tableaux. Ça a bougé. Maintenant, vous voyez qu'on voit de plus en plus des cartes, des choses comme ça. Donc en fait, cette information, on est capable de la géolocaliser et donc on va vous afficher des nuages de points. Voilà, il y a différentes façons d'afficher l'information et en fonction du type d'information que vous voulez, vous allez le présenter sous la forme d'un tableau, sous la forme d'un graphique à moustache, sous la forme de barre, sous la forme de courbe, sous la forme de carte, etc. Et donc ça devient un métier, être capable de dire, voilà, pour ce type d'information, il faut le présenter de cette façon-là. Voilà, j'en ai fini avec les V et tous ces trucs-là. On va regarder un peu les cas d'usage. Donc en chiffres, déjà, pour information, donc les dépenses autour des activités liées au Big Data en France étaient évaluées à 1,5 milliard d'euros en 2014, estimées à 9 milliards d'ici 2020. L'enjeu du big data en termes d'emploi, c'est créer ou consolider de l'ordre de 137 000 emplois. Donc il y a beaucoup d'emplois autour par le big data dans le domaine de l'industrie informatique, les fonctions technologiques au sein des entreprises, les fonctions métiers des entreprises. Voilà, donc vous avez mes sources au passage. Si jamais vous voulez distribuer les slides, vous aurez toutes mes sources si vous voulez en savoir plus sur ces choses-là. J'en arrive au domaine d'utilisation du big data. Alors, vous voyez, ça c'est un transparent qui vient de Business et Décision, qui a été fait par Jean-Michel Franco. Donc, il montre les différents domaines. Donc, on voit que le big data, on peut l'utiliser dans le domaine de l'industrie, de la grande distribution, des banques, des assurances, de la santé, transport et loisirs, le secteur public, les télécoms et les produits de grande consommation. Vous voyez qu'on peut l'utiliser un peu dans tous les domaines. Maintenant, c'est Grégoire de la Science qui faisait une présentation chez SAS, disait en fait il y a essentiellement deux cas d'utilisation, et c'est vrai que si on regarde le détail dans ces grands domaines, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Il y a l'analyse des fraudes et des risques qui reviennent. Alors dans le domaine de l'assurance, on s'intéresse aux fraudes et aux risques, parce que là, il y a de l'argent, il y a un manque à gagner. Quand un fraude, qu'on le rembourse à tort, on a perdu de l'argent. Dans le secteur public, là aussi, on s'intéresse à détecter les fraudes et les abus. Dans le domaine des banques, pareil, on va s'intéresser aux fraudes, au blanchiment d'argent, etc. Donc vous voyez que l'analyse des fraudes, c'est un truc qui est récurrent. Après, il y a un autre domaine, et ça va être un autre domaine important, ça va être le marketing et la connaissance du client. Voilà, ce sont des choses qui reviennent souvent. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Alors, ce transparent, c'était la vision de Sopra. Je vous ai montré la vision de Business et Décision. En fait, chaque société de service va regarder dans quel domaine c'est utile. Alors, ce sont à peu près les mêmes domaines. Donc, je vous ai dit, il y a le domaine de la fraude. Alors, moi, ce n'est pas ma spécialité. Dans le domaine de la business intelligence, la business intelligence, ça sert à plein de métiers. Ça va servir aux ressources humaines, aux contrôleurs de gestion, à ceux qui font la logistique, qui s'intéressent à la gestion de la logistique de l'entreprise. Et puis, il y a aussi la partie marketing. Alors, ceux qui font du marketing, eux, là, sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour connaître bien leurs clients. Ça, c'est un des points de base dans mon cours sur les systèmes d'information. Le fait que, et c'est pour ça que les entreprises font beaucoup de business intelligence,
c'est parce que maintenant avant l'entreprise, elle pouvait fonctionner en améliorant ses processus de production par rapport à ses clients. Plus elle produisait, plus elle faisait du chiffre d'affaires. Maintenant, en fait, les clients, ils sont devenus volatiles parce que les entreprises sont multinationales. Et donc, un client, il faut regarder dans la téléphonie maintenant très facilement. Vous en avez marre d'aller chez Orange, vous allez chez SFR, etc. Vous pouvez même garder votre numéro de téléphone. Et donc, les clients sont devenus très volatiles. Et donc, du coup, pour chaque entreprise, c'est devenu très, très important de comprendre ce client et d'avoir, donc en fait, le rêve, c'est d'avoir la vision 360 du client. Là, dans le bas du graphique, vous voyez, on s'intéresse à qui dit quoi, qui connaît qui, quelle est son expérience, etc. Alors, d'où ça vient ça? Là, l'entreprise avait essayé de récupérer des données. On concentre en tout cas beaucoup de préoccupations. D'abord, peu de surface au niveau mondial, 2%, mais quand même 50% de la population mondiale, 75% des énergies produites et consommées, 80% des émissions de CO2, plus de 70% de PIB mondial. Donc une concentration des problèmes, des inconvénients, mais également des opportunités. La Smart City, c'est un concept, au-delà d'un concept, c'est pas seulement pour se faire plaisir, on parle de Smart City, c'est quelque chose qui est utilisé en tout cas ce concept à travers le monde. Et si on fait une définition de ce qu'on entend par Smart City, c'est une ville, les villes d'aujourd'hui ou les villes de demain sont les villes qui deviennent intelligentes, c'est-à-dire qui doivent gérer autrement un autre mode de développement urbain, qui doivent gérer différemment leurs investissements en termes d'infrastructures, quelles qu'elles soient, que ce soit de mobilité, d'énergie, de très haut débit, tout type d'infrastructure, d'une part dans un contexte budgétaire, comme vous le savez, contraint, mais également pour un développement durable. Donc on veut bien parler là d'adaptation au changement et notamment climatique, tout en maintenant une qualité de vie élevée, avec une gestion à viser des ressources naturelles. Alors, ça fait beaucoup, et on rajoute dans la notion de Smart City l'idée que pour mieux faire et pour mieux gérer la ville, donc c'est aussi mieux la piloter, donc c'est là qu'on commence à comprendre qu'on va parler de données, d'informatique, mais c'est aussi avec une approche soucieuse et très respectueuse du citoyen. Et pour bien faire, c'est que le citoyen soit adapté, c'est pas adapté, c'est impliqué dans la Smart City. Donc on va y venir et vous allez voir comment, en tout cas sur Toulouse, on vous propose d'y travailler. C'est évidemment un concept qui est très 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 repris dans les politiques européennes et qui donne lieu, et pour nous c'est important d'en saisir les occasions, les opportunités, donne lieu à des politiques européennes avec des financements européens, des appels à projets. Donc voilà, en clair, c'est pas pour se faire plaisir qu'on parle de Smart City, c'est que c'est véritablement un nouveau mode de développement urbain et un concept très utilisé au niveau national. Alors sur Toulouse, depuis fin 2014, excusez-moi, oui c'est cela, nous avons lancé la Smart City. Donc président Moudin qui a organisé un forum le 16 décembre dernier avec plus de 1000 participants qui étaient citoyens et entreprises pour dire voilà, on va enclencher une démarche Smart City, voilà comment on va s'y prendre. Et globalement, quelques éléments de départ, les voici. C'est que l'objectif, c'est de travailler de manière très collaborative avec l'ensemble des acteurs publics et privés. Alors déjà, avec l'ensemble des agents, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui gèrent la ville. Donc sachez que la démarche Smart City, on a fait en sorte que ce ne soit pas seulement ou la ville de son côté ou la métropole de l'autre. La métropole, c'est les 37 communes. Ou la TCO-SNTC qui gère les transports en commun. Donc la démarche Smart City que l'on vous propose de développer, elle coordonne toutes ces équipes-là. Donc globalement, derrière ce que je suis en train de vous dire, ce sont toutes les directions opérationnelles, toutes les administrations qui se mettent en marche derrière une même vision de la Smart City. Avec les acteurs économiques, ça aussi c'est une préoccupation forte de nos élus, c'est de veiller à ce que, parce que l'on sait que la Smart City c'est derrière aussi de la commande publique dans certains cas, quand on parle d'investissement d'infrastructures de mobilité, c'est de l'acquisition de bus, c'est évidemment des travaux, et donc de veiller et d'avoir le souci que au maximum on mobilise nos PME, nos petites entreprises, start-up innovantes ou TPE moins innovantes, et que l'on mobilise les entreprises du territoire, donc le plus possible. Évidemment, tout cela dans le cadre des marchés publics, vous savez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais néanmoins, il y a matière à innover en faisant plus avec nos entreprises régionales. De mobiliser également le plus possible les habitants, et on va le voir, mais on le fait de manière, je dirais,
moderne, en ligne, de manière interactive, mais on le fait également de manière collaborative avec des ateliers physiques. Alors la Smart City, c'est concrètement, ce sont toutes les compétences d'une ville, d'une métropole, donc ça touche à 4 gros domaines. La question des mobilités, des transports, alors on parle, alors tout est intelligent, hein. Le smart, si on le transpose en français, c'est intelligent, agile, adaptable, donc bon, qu'importe derrière ces concepts, mais néanmoins toute la gamme, tout le monde fonctionne avec ITS, les transports intelligents, donc voilà, ce sont des mots-clés qu'on retrouve durablement dans tous nos langages, pas seulement institutionnels, mais également du monde de l'entreprise. Donc dans le domaine des transports, des déplacements urbains, donc ça touche les transports publics, mais pas seulement. Les questions d'énergie, de réseau, d'environnement, donc évidemment les relatives aux bâtiments, relatives aux réseaux énergétiques. Là, ça veut dire qu'on travaille pas seulement seul, mais qu'on travaille aussi beaucoup avec les gestionnaires de réseaux. Les questions d'autonomie, silver economy, donc là c'est un sujet un peu particulier que la métropole de Toulouse souhaite traiter. Il y a un fait évident démographique, de vieillissement de la population, et nous on considère que véritablement c'est un levier sur lequel, voilà, la ville de demain, c'est une ville qui doit intégrer, faciliter la vie des seniors et le plus longtemps possible dans la ville et de manière autonome. Quatrième levier de la Smart City, c'est tous les e-services, c'est-à-dire tous les services qui se développent aujourd'hui avec des applications numériques, notamment dans le domaine du tourisme, de la mobilité, l'information citoyen, usagers, voyageurs, mais également la démocratie participative, on va y venir. Alors nos 4 leviers, puisque les élus ont souhaité également que cette Smart City, comme je le disais, soit vraiment un levier pour les entreprises du territoire. Donc il y a 4 manières sur lesquelles on a travaillé en 2015. C'est d'une part de définir une sorte de feuille de route commune de toutes les autorités administratives, et la ville, la métropole, tous ses agents. Donc en faisant cette vision partagée, que ce soit en même temps des préoccupations qui émanent des services, voilà, j'ai un problème, ma collecte de déchets n'est pas optimisée sur tel parcours, j'ai un problème, je dois réduire ma dépense publique en fonctionnement de 10% par an, j'ai un besoin ou j'ai vu une super idée ailleurs. Bon. Donc les agents, les élus bien évidemment, que vous avez élus et qui sont, voilà, qui sont porteurs, en tout cas qui doivent être à l'écoute des citoyens, et les citoyens, et on va y venir. Donc la façon dont on travaille concrètement avec les entreprises, c'est d'une manière quotidienne, dans le cadre de projets d'expérimentation qu'on fait avec des startups, donc des entreprises, petites entreprises innovantes. Donc on teste des solutions nouvelles et on voit effectivement si elles rencontrent un intérêt ou un usage pour les citoyens. Donc on se met en situation de tester une application, de tester une borne de charge rapide devant un hôtel d'entreprise ou dans un quartier, et on fait des séances de tests comme cela qui permettent à l'entreprise d'une part d'adapter sa solution, qui lui permettent éventuellement d'avoir un premier marché et qui dans tous les cas font du développement économique. Et puis on travaille sur des plus gros projets avec des industriels de petite et grande taille. On a également au niveau métropolitain développé ce qu'on appelle un Small Business Act. En clair, c'est des marchés publics qui nous permettent d'intégrer le plus d'innovation, le tout étant d'accélérer le développement de la métropole toulousaine. Et puis enfin, l'idée c'est la ville, c'est cela aussi, le message qui doit être passé, c'est que ce sont des investissements publics, mais de plus en plus des industriels, c'est un marché, la ville, et de plus en plus on incite et on appelle les industriels aussi, les privés, à être partie prenante et à co-investir dans la ville de demain. Donc dès 2015, il y a un certain nombre de réalisations, je ne vais peut-être pas m'attarder, mais vous allez, que ce soit sur du numérique, déploiement Wi-Fi, 4G, les grands projets de mobilité comme le Toulouse Aéro Express, la 3e ligne de métro, des petits projets d'expérimentation. Alors à titre d'exemple, ça va d'une start-up qui s'appelle Lollipop et qui développe une application pour apprendre aux enfants dès l'école maternelle et primaire à coder, donc c'est-à-dire à développer des algorithmes, et alors avant d'apprendre aux jeunes, aux enfants d'apprendre le codage, mais c'est aussi d'apprendre aux enseignants et d'apprendre à tout le personnel éducatif. Donc voilà, ce genre d'expérimentation, ça touche également à la restauration scolaire, c'est-à-dire de plus en plus de parents sont soucieux de savoir ce que mangent leurs enfants à l'école et veulent avoir, alors plutôt que de téléphoner à la restauration scolaire qui de toute façon a du mal à, il peut y avoir des centres d'appel, on peut développer ceci, mais donc c'est véritablement d'avoir de l'information via un smartphone, et on voit qu'en lançant cette application, beaucoup de parents qui sont soucieux des allergènes, qui sont soucieux de diététique, et en tout cas de pouvoir poser leurs questions et d'être en interaction avec la restauration scolaire. C'est aussi des applications qu'on a développées pour encourager
les salariés, donc en l'occurrence pour la métropole, mais Airbus fait de la même façon, le covoiturage, c'est-à-dire pour éviter qu'on soit seul chacun dans notre véhicule, mais pour encourager le déplacement collectif. Voilà, tout type d'expérimentation, mais 10 startups ont en tout cas en bénéficié cette année. Ce que l'on a fait pour consulter le citoyen, donc plusieurs choses. On a fait une consultation, donc c'est pour recueillir de l'information. On a fait une consultation en ligne, donc passant par les réseaux sociaux, mais également par le site en ligne de la collectivité, de la métropole. Et donc là, on a justement récupéré de la donnée d'un certain nombre d'usagers qui font des préconisations, des propositions. Voilà, tiens, ce serait bien que le bus ou les bus fassent comme ça, qu'ils passent plutôt comme ci, qu'ils évitent ceci. Ou ils préconisent parfois de dire voilà, la ville, il y a un problème de propreté et il faudrait pourquoi pas verbaliser comme ci ou comme cela, ou mettre des puces RFID dans les. Je vous donne quelques détails de suggestions du citoyen. Mettre des puces RFID dans les excréments de canins, par exemple. Donc, ça ne manque pas d'idées, il ne manque pas d'idées. Il est clair que les idées, il y en a de nombreuses, mais il y a quand même beaucoup de convergences sur des sujets clés qui vous préoccupent, que sont la propreté, la citoyenneté, c'est-à-dire que vous êtes soucieux également d'être de plus en plus partie prenante de la construction de la ville de demain, des questions sur la mobilité, et puis différents types de sujets également du quotidien. Donc il y a eu cette consultation. Typiquement, on a récupéré des données anonymisées, c'est-à-dire que nous récupérons ces données où on a globalement la typologie des personnes qui répondent et qui expriment leurs propositions. En revanche, bien entendu, nous n'en faisons qu'un usage, je dirais, nous ne communiquons pas directement sur ce qui se dit, et en tout état de cause, nous n'avons pas les noms des personnes qui apparaissent dans nos bases. Autre façon de consulter les citoyens, c'est bien sûr aussi tout simplement de vous associer dans ce qu'on appelle les focus group. Donc on a mis en place ce qu'on appelle le laboratoire des usages, tout simplement. On fait des appels comme ça à volontaires qui veulent nous proposer des solutions sur comment on est plus autonome dans la vie de demain quand on est senior, comment on peut faire évoluer nos modes de transport, etc. Et donc au total, sur 2015, c'est plus de 350 citoyens qui ont pris part à nos démarches de consultation et de concertation. Alors la ville de demain, c'est des gros enjeux, c'est-à-dire que les chiffres remontent aussi. On a la chance sur Toulouse d'être une ville attractive, une métropole attractive. Donc c'est à la grande échelle urbaine, c'est pratiquement 1,2 million d'habitants. Alors c'est encore petit à l'échelle mondiale, mais néanmoins on a encore effectivement le bénéfice d'une croissance. Alors croissance, ça veut dire chaque année à peu près plus de 15 000 nouveaux habitants. Donc c'est aussi derrière des infrastructures, c'est aussi de l'optimisation à rechercher à plein de niveaux. Ce sont des nouveaux déplacements en nombre, 50 nouveaux déplacements quotidiens attendus sur ces 500 000 nouveaux déplacements quotidiens attendus sur les 10 prochaines années, donc à gérer. Mais c'est également, vous entendez parler de l'aéroport, aujourd'hui c'est 7,6 millions de passagers qui sont générés via les flux de l'aéroport. Aujourd'hui on nous annonce de doubler les effectifs. Donc tous ces flux, évidemment, il faut les gérer. Ce sont des zones aujourd'hui, vous le vivez sans doute déjà, sur la rocade. Alors c'est pas une vue toulousaine que vous avez en bas, mais ce sont évidemment des flux de transport qui s'intensifient sur certaines zones et qui deviennent véritablement problématiques. C'est aussi le citoyen qui demande de nouveaux services, et pas pour autant avec une augmentation des impôts, bien évidemment. Et ce sont aussi de nouvelles attentes, de nouveaux modes de citoyenneté. Il y a des phénomènes générationnels, c'est évident, qui s'accélèrent aussi. Beaucoup de jeunes se sentent moins concernés peut-être par un vote habituel. Ils parlent de e-votation, ils sont partants pour voter en ligne, ils sont partants pour s'exprimer sur des projets, mais peut-être moins soucieux, en tout cas moins sur des modes traditionnels de citoyenneté. Donc en tout cas, il y a différents types de citoyenneté qui s'organisent et la Smart City nous permet d'y répondre. Alors Smart City et Big Data, eh bien concrètement comment on voit bien que déjà nous avons dans la Smart City, c'est déjà gérer différents types d'acteurs, publics et privés. Ce sont des flux qui s'accroissent. Et puis, c'est aussi considéré comme une opportunité de développement et d'innovation pour la ville. Donc déjà, nous avons une métropole qui est très ouverte sur ce qu'on appelle l'open data. Donc des données publiques, des données qui sont produites par l'administration, ou qui sont comme les informations sur la mobilité, sur des données macro, des données de flux, des données qui peuvent être très utiles pour nos petites entreprises innovantes,
et elles en sont d'ailleurs très friandes, on organise un concours Open Data pour permettre à des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises de créer de nouvelles applications, de nouvelles solutions sur smartphone qui sont issues des données publiques ou qui, voilà, on génère en clair, on rend accessible de plus en plus des données dans l'open data. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des jeux de données qui sont rendus publics pour accès du citoyen. Vous pouvez aller sur le site de la métropole, mais également accès aux entreprises innovantes. Il existe d'ailleurs au niveau, c'est une tendance nationale et même internationale, l'open data, et Google en est friand. Toutes les solutions qui se développent aujourd'hui sont pour beaucoup, s'appuient pour beaucoup sur l'open data. Il existe au niveau national une association Open Data France, et c'est Bertrand Serp, un élu de Toulouse Métropole, qui en est le président. Donc c'est un sujet clé et un sujet en tout cas vecteur d'innovation, et on voit les chiffres aussi bien en termes d'emploi que de chiffres d'affaires qui croissent par rapport à cela. Quelques exemples, donc des exemples vraiment, par exemple, parmi tant d'autres, mais quasiment tous les projets d'aujourd'hui, qu'ils soient d'infrastructures, qu'ils soient des applications mobiles, sont, en tout cas, nécessitent de travailler avec de l'open data ou avec des données, qu'elles soient publiques ou privées. Quand on parle d'un réseau de transport urbain optimisé, donc c'est le cas des gros projets de transport, vous savez qu'il y a globalement on a une métropole qui accélère véritablement. Le métro est déjà un mode de transport assez optimisé, avec un cadencement important. Il est évident que tout cela derrière, c'est de la donnée, et pour véritablement assurer une fiabilité de ces modes de transport, c'est de la donnée qui est utilisée par nos gestionnaires de transport. Quand on parle de l'objectif et l'ambition de la métropole, c'est de faire en sorte que le voyageur soit 100% connecté tout au long de son parcours. C'est avant, donc vous pouvez effectivement, dès à présent, il y a une plateforme de données qui existe, les données de transport, et vous pouvez en temps réel adapter votre mode de transport, bus, piéton, vélo, tout ce que vous voulez, et vous avez des itinéraires de transport qui sont calculés pour véritablement vous faire le meilleur cheminement de transport. L'objectif, c'est de faire un voyageur 100% connecté en amont, mais également pendant son parcours. Et là, il y a quelques embûches, entre guillemets, à lever, puisque le smartphone ne passe pas partout, et notamment dans le métro, mais aujourd'hui, on est en train de combler ce problème-là, avec notamment des solutions 4G, mais également des technologies issues du spatial, puisqu'on a, vous savez, cette chance, mais les signaux GNSS et GNOS, enfin bon, bref, je vous passe les détails, mais nous avons tout ce qu'il faut sur Toulouse pour faire que le voyageur soit, où qu'il soit, 100% connecté, et c'est ce que l'on va s'employer à faire. Quand on parle de covoiturage aujourd'hui, ben voilà, ce calcul d'itinéraire, le fait que vous puissiez à tout moment vous dire tiens, ben je vais me connecter. On travaille avec une start-up aujourd'hui qui s'appelle Couvia, qui effectivement vous permet chemin faisant, vous êtes en voiture, et bien de sonder que vous avez en chemin une personne qui veut bien covoiturer. Donc tout ceci se fait de manière en temps réel et de manière instantanée, et tout cela nécessairement véhicule de la donnée. Quand on parle de gérer des trafics de manière agile, aujourd'hui, c'est ça, la congestion urbaine se gère dans certaines, déjà mégapoles. On parle de péages urbains. Il y a aujourd'hui des métropoles qui ont mis en place des péages urbains, donc qui sanctionnent d'ailleurs l'usager pour éviter qu'il rentre en ville, tellement les mégapoles sont saturées, notamment en pollution. On n'en est pas encore là sur Toulouse, mais néanmoins, il y a des logiques encourager l'électromobilité en centre-ville et de veiller à ce que sur certaines heures, certains véhicules puissent accéder, pas d'autres. Donc cela nécessite effectivement d'utiliser de la donnée publique, mais également certaines données de gestionnaires de transport. Quand on parle d'un système de paiement, vous avez aujourd'hui sur Toulouse la carte Mon Toulouse qui vous permet d'utiliser les transports en commun.